Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bonsoir à tous. Quelle ambiance, quelle atmosphère. Tous les micros sont branchés et du coup, j'ai peur. J'ai peur parce que vous allez voir, nous avons ce soir un plateau exceptionnel. Voilà. Mais vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Je confirme. Voilà. Judith Belair et moi savons une chose. Patrick Roger, le patron de cette station Sud Radio, nous a confié les vraies voix pendant ces 4 semaines de vacances. Et il nous a dit, vous devez relever un premier défi, celui d'avoir dans la même émission Elisabeth Lévy et Françoise de Gaulle. Vous aussi, on peut le dire. Oui, mais alors attendons. Alors donc, c'est le fléau de la balance, le fléau au sens premier du terme. Mes chers amis, tout court d'ailleurs. Parce que le vrai méchant, c'est lui. Vous comprenez le bien plus que silencieux, quoi. Nous, supposément, on est les pestes de service, les pétroleuses, les poupettes. Enfin, je vous passe tous les surnoms qu'on a dans cette rédaction. Bref, ce que je viens de faire, c'était allumer la mèche. Voilà. Ça y est, c'est flambé. Voici maintenant la présentation officielle. Première vraie voix ce soir. Alors, première vraie voix, nous avons Philippe Bilger, n'est-ce pas? Bonsoir, ma chère Judith. Mon cher J'ai le Philippe. bonheur de vous avoir déjà hier, donc j'ai un avantage sur C'est un les plaisir deux partagé. pétroleux. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que Philippe Bilger est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Ce qu'on appelle une référence dans le métier. Voilà. C'est ça. C'est de quoi me couler. Nous avons donc évidemment ce soir comme invité Oui, Françoise de Gaulle, éditorialiste Sud Radio, n'est-ce pas? Je suis trop contente. Moi aussi, je suis Parce que c'est la contente. première fois qu'on fait l'antenne ensemble. Tout à fait, Et alors c'est là, vrai. c'est un vrai plaisir. Et alors avec vous deux Alors, en même temps, revanche, pas avec moi, c'est pas la Non, mais première. Et je vous annonce un nouveau clash encore. Non, mais non. Alors quand même, Françoise, il faut le dire aux auditeurs, vous êtes auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis. C'est vrai, on se publié demande chez bien de qui Plon. on parle. Mais ça se vérifie jour après jour. Je dois dire que je devrais ressortir ce livre en fait. Et donc, chers amis auditeurs, nous Attention. avons également ce soir comme invité Elisabeth Lévy, qui est directrice de la rédaction de Causeur et éditorialiste sur votre radio préférée, Sud Radio, chers auditeurs. Bonjour, elle boit pas, elle cause pas, elle fume. Bon voilà, ça sera dit. Chers auditeurs, pour être la vraie voix auditeur de Sud Radio du jour et jouer tout à l'heure face à l'une de nos vraies voix, à 17h50, vous appelez Aude au standard, au 0800 26 300 300. C'est important de le dire. Oui, et d'ailleurs, nous avons une auditrice du jour que nous allons accueillir. Alors, vous connaissez le principe aussi, pendant ce mois de juillet, il y a un certain événement qui s'appelle le Tour de France. Voilà. Alors, dans un instant, ça va être l'arrivée de l'étape du jour, mais avant, nous accueillons notre auditrice qui est Maude et qui nous appelle de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bonsoir Maud. Où ça? Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Oui. Ça s'est bien passé la nuit, ma nuit chez Maud. Enfin bon, Il fallait la faire. oui, C'est ce qu'on appelle de l'humour intellectuel, C'est c'est-à-dire des l'humour de- références que personne n'a, parce que c'est terriblement intellectuel. Bah non, c'est pas vrai, c'est très Alors beau. Maude, on vous écoute. Quelle ville, Maude? Quelle ville? Quelle ville? Quelle ville, oui, déjà? Saint-Denis. 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 Ah, bah, c'est la plus grande ville de De Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, tout à fait. Le 93, où tout se passe bien. Oui, Bien on sûr. on en a entendu On parler l'a du vu. bonheur. Alors en nous 93. aurons 2 questions débat. La première à 17h30. Oui, À vous, écoutez, ma à chère 17h30, Judith. on vous pose déjà la question sur Twitter, chers auditeurs. Suite au rendu du rapport de la Ligue des droits de l'homme sur Sainte-Soline, la question qu'on vous pose, c'est: la police est-elle trop violente dans ses interventions? Alors, avec les casseurs en particulier, bien entendu. Alors, n'hésitez pas toujours à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et à bien voter sûr, sur Twitter. le compte Twitter. Oui, ça c'est Exactement. simple à faire. On fait oui, non, je l'ai déjà fait. Moi j'aime C'est bien vrai, ça. vous savez d'ailleurs. appuyer Ça, sur oui et non, oui, Frédéric Brindel. Vous dites oui ou non, juste comme ça, entre nous, Maude? Bon, je dirais oui. Bon, très bien. Et puis deuxième je vais me question. sentir moins seul, Maud. Merci. Je commençais à ressentir l'isolement autour de cette table là. Deuxième question, étude baromètre, comme la majorité des Européens, oui parce que c'est une étude faite au niveau européen, l'inflation et le pouvoir d'achat sont-ils vos principales préoccupations? Oui ou non, Maude? Non, c'est pas ma principale préoccupation. Très bien. Nous en parlerons, mais attention, ça arrive, nous envoyons le jingle, le Tour de France. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présentent Sud Radio fait son tour de France.
La 10e étape du Tour de France va pas tarder à arriver. On est dessus, chers auditeurs, avec Vincent Barthaud, notre consultant, et vous, Frédéric Brandel. Eh oui, cher Vincent Barthaud, nous sommes à 1 km 400 de l'arrivée. Une étape qui a été à une rapidité incroyable. Un gros groupe d'échappés avec Alaphilippe et Barguil. Mais malheureusement, Vincent, ils ne sont pas parmi ceux qui se présentent pour la victoire finale. C'est à vous, Vincent. Salut, 1 km 200 de l'arrivée. Et oui, Frédéric, à quelques kilomètres de l'arrivée, après une étape incroyable, 42 de moyenne avec plus de 35 degrés, 3200 mètres de dénivelé. Là, vous avez tous les ingrédients pour faire une belle étape après une journée de repos. On a eu des attaques depuis le départ. Et là, effectivement, il y avait une grosse échappée du laiton Chris Nederlands qui vient de se faire rejoindre à pratiquement 1 kilomètre de l'arrivée. Tout un groupe derrière avec Esteban Chavez, avec O'Connor, le coureur de l'équipage G2R. Il y a aussi Pello Bilbao, le coureur de la Bahreïn, qui viennent d'attaquer. Nous sommes exactement à 600 mètres de l'arrivée. Vous avez deux hommes qui sont en tête. Il y a Bilbao et Zimmermann. Et qui se regardent. Et le coureur le plus rapide, c'est Bilbao. Il est en train de discuter avec Zimmermann parce que Zimmermann hésite de prendre les relais. Derrière, vous avez le coureur O'Connor de l'équipage G2R qui essaie d'opérer la jonction. Il y a Chavez. On se regarde. Plus que 300 mètres pour gagner cette belle étape avec cette arrivée magnifique à Issoire. On se regarde encore avec Zimmermann, avec Bilbao, avec O'Connor qui lance le sprint. Ça y est, le sprint est lancé, mais c'est Pello Bilbao, le coureur de l'équipe Bahreïn. Bilbao qui, on l'avait dit depuis quelques kilomètres, était le plus rapide. Il est aussi le plus frais et c'est lui qui gagne aujourd'hui cette magnifique étape. Pello Bilbao, le coureur de la Bahreïn. Aucune victoire des Français malgré arrive justement Vincent Barthaud, le groupe des battus, et c'est celui des Français avec Warren Barguil et Julien Alaphilippe plus Skelmose. Bon, déception quand même côté français aujourd'hui. Oui, déception, ils ont fait une belle course, mais ils ont toujours été un petit peu à contre-courant. Ça a été un petit peu dommage, mais on espérait une victoire française aujourd'hui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On attendra la suite du Tour de France. Et puis un mot quand même sur le peloton qui arrive avec le maillot jaune. Il n'y aura pas de changement au classement général, Vincent, aujourd'hui. Non, il n'y aura pas de changement. Le peloton arrive exactement sous les 2 derniers kilomètres. Voilà le coureur Pello Bilbao qui a gagné. Donc ça fait pratiquement 50 secondes. Mais on se regarde dans le peloton. Il n'y aura pas d'écart entre les favoris. Vous l'avez dit, Frédéric. On attendra justement les étapes et la première arrivée au Colombier là en fin de semaine. Mais quelle étape elle a été aujourd'hui. Elle a été magnifique. Je vous l'ai dit. Chaleur énorme. Chaleur énorme, incroyable. Degrés. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont évité les orages. Merci, mon cher Vincent. Merci à vous. Tous les auditeurs de Sud Radio, on refait un point avec les vraies voix tout à l'heure. À 18h50, Pascal Chanteur répondra à vos questions. Avec Elisabeth, grande spécialiste du vélo. Elisabeth, j'irai m'entraîner avec elle. Elle a compris vraiment qu'est-ce que c'est un vélo, qu'est-ce que c'est le Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Philippe Bilger, aujourd'hui, réquisitoire du procureur, vous voulez requérir, vous, contre ceux qui moquent la stratégie d'Édouard Philippe, ne voulant plus aller au gouvernement pour visiter directement l'Élysée. Voilà. Merci de me rappeler au réel. Je vous en prie. J'étais parti dans le Tour de France. En effet, je trouve que si la stratégie d'Édouard Philippe paraît relativement claire, notamment le refus d'être ministre de l'Éducation nationale ou même, que sais-je, ministre des Affaires étrangères, on a tendance à considérer qu'il n'a plus aucune chance pour 2027 et que en réalité sa stratégie qui consiste à cibler directement l'Élysée sans revenir dans un poste ministériel serait maladroite, voire un peu ridicule. D'abord, je ne le crois pas. Je pense que Édouard Philippe, auquel on avait
avait fait des reproches indignes sur le plan physique, a toutes ses chances. Le vivier qui va se constituer avec évidemment la certitude qu'Emmanuel Macron n'aura pas Édouard Philippe comme favori, il fera tout ce qu'il peut pour l'empêcher d'accéder à l'Élysée. C'est peut-être un plus. Moi, j'aime bien Édouard Philippe, même si il peut être critiqué, et sa stratégie qui consiste à être loyal à l'égard d'Emmanuel Macron tout en manifestant une forme de dissidence très subtile. J'aime bien ce type de personnalité. Des réactions pour vous, Philippe Bilger, à votre réquisitoire. Elle est la première à avoir demandé la parole. Elisabeth Lévy. Comme toujours, c'est très intéressant parce que c'est toujours inattendu. Moi, je suis assez d'accord. Moi aussi, j'aime bien Édouard Philippe. Et ce qui est assez amusant, ce qui lui donne ses chances, c'est que en fait, il est très proche de Macron, en moins énervant, disons. Il ne crée pas, moi, je n'ai pas non plus de haine pour Macron, mais je vois bien ce qu'il crée dans le pays. Et il me semble que Édouard Philippe ne crée pas cela, parce qu'il n'a pas ce qu'a Macron, le côté premier de la classe, qui pense toujours qu'il est la solution à tous les problèmes. Et je pense que moi, Édouard Philippe, il y a beaucoup de gens qui sont énervés par Macron, mais qui pourraient avoir peur des autres, qui ont peur de Marine Le Pen, qui ont peur de Mélenchon. Pardon, François, je ne veux pas te faire de peine. Non, mais il n'y sera même pas en 2027, voilà. Alors c'est pas la peine de fantasmer. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, bon, après tout, c'est peut-être pas hyper nouveau politiquement comme positionnement, mais pourquoi pas. Moi, Françoise de Gois. Moi, je suis d'accord de toute façon qu'il ne rentre pas dans une fonction gouvernementale. Ça sert absolument à rien. Ce quinquennat, on ne sait même pas comment il va finir. Tellement la première année est déjà un désastre. Quand on va la boucler le 14 juillet, après les 100 jours extrêmement apaisés. On comme attend ça, fin de semaine. J'attends vraiment le discours sur l'apaisement des 100 jours. Ça va être assez croquignol. Mais moi, contrairement à vous, je pense qu'Édouard Philippe a très peu de chance en réalité, parce que c'est une question de psyché. Et je l'ai déjà dit. Je pense qu'Édouard Philippe. Non, je pense qu'Édouard Philippe est un excellent numéro 2. Il me fait penser à Martine Aubry, il me fait penser à Alain Juppé. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ne savent pas renverser la table et ne savent pas. Il y a pas dans sa psyché quelque chose qui fait que vous passez la dernière marche. Vous voyez, Hollande a tué tout le monde, même avec des airs je tue sous les tentures pour que ça soit pas moi. Macron a tué tout le monde. Sarkozy. On voit bien que tous les gens. Ouais, ça c'est Hollande, si tu veux. C'est les autres qui donnent les coups de couteau, mais c'est lui qui donne les ordres. Qui tue gagne. Voilà. Et je pense qu'Édouard Philippe n'est pas forgé comme ça, et pour cette raison-là, il est très bien, moi je l'aime beaucoup, mais passer la dernière marche du perron de l'Élysée, ça peut pas être lui, je crois pas. Chers auditeurs, on n'a plus le temps. On va vous écouter juste après, mais vous avez bien reconnu nos trois voix, Philippe Bilger, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy. On revient juste après ça. N'hésitez pas à nous appeler, surtout à réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Sud Radio, il est 17h19. Alors, si vous voulez nous appeler et réagir, n'hésitez pas au 0826 300 300. 0826 300 300. Voilà. C'est bien de répéter tout ce que je dis comme ça. C'est bien de répéter tout ça. Donc, c'est pas un coprésentateur, c'est un perroquet. C'est un perroquet. Voilà. Alors, tout de suite, si vous me permettez, clac, clac, clac. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Vos 3 mots aujourd'hui, Félix, c'est missile. Les vraies voix Sud Radio. J'avais mangé le jingle. Missile. Orage et ratissage. L'aide française à l'Ukraine monte encore en puissance avec des livraisons de missiles longue portée Scalp, des armes capables d'atteindre l'Est ukrainien contrôlé par l'armée russe. Des orages violents, voire exceptionnels ce soir selon Météo France. 28 départements en vigilance orange sur l'Est du pays. La SNCF interrompt des lignes ferroviaires. Et puis les battues ont pris fin pour retrouver le petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Les gendarmes ont bouclé le hameau du Haut-Vernay pour tenter un ratissage plus ciblé, pour auditionner aussi des habitants. Les vraies voix Sud Radio. L'adhésion à l'OTAN devra encore attendre, mais pas les livraisons d'armes. Au premier jour du sommet de Vilnius, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce les hésitations de l'Alliance Atlantique à propos d'une éventuelle adhésion de son pays. Les États-Unis ne ferment pas complètement la porte, mais c'est pas pour demain hors de question de s'engager sur un calendrier précis. Ce serait un casus belli vis-à-vis de la Russie. En attendant, depuis la Lituanie, le président Macron annonce franchir un nouveau cap dans l'aide militaire aux Ukrainiens. Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN et de détermination à ce que la Russie ne doive emporter cette guerre.
et c'est la grammaire dans laquelle nous devons rester. Des missiles Scalp capables d'atteindre l'Est ukrainien occupé par l'armée russe. Après cette annonce française, le Kremlin dénonce une erreur qui va forcer la Russie à prendre des contre-mesures. De son côté, l'Allemagne annonce également livrer pour près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Et nous reviendrons sur ce thème à 18h20 puisque c'est l'objet du tour de table de Françoise Degois. Donc tout à l'heure, nous en reparlons. Deuxième mot, Félix Mathieu. Orage, 28 départements en vigilance orange. Des orages violents, voire exceptionnels. Selon Météo France, la SNCF interrompt plusieurs lignes de TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Les intempéries pourraient s'accompagner de très fortes rafales de vent, 100 à 130 km/h, voire même très localement un peu plus encore, possiblement aussi des grêlons de plusieurs centimètres. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec Loïc Spadafora, météorologue et directeur d'Infoccitanie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On est vraiment là ce soir face à un phénomène potentiellement exceptionnel, si ça se confirme. Oui, on est vraiment dans une dégradation orageuse de très forte intensité, avec un risque de phénomènes météorologiques extrêmes, très intenses, très dangereux d'ailleurs pour les biens et les personnes. Donc il faut vraiment se montrer particulièrement prudent ce soir dans bon nombre de départements de la France. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des orages comme on en a tous les ans à cette saison? Non, on est vraiment sur des orages, en fait, sur une dégradation qui arrive tous les 10 ans en moyenne. Donc on est vraiment dans un scénario très particulier avec un risque de violentes rafales de vent. Vous disiez d'ailleurs 110, 120, 130, peut-être même plus de 150 km/h en rafale sur ce type d'orage, parce que ce sont des orages qui peuvent adopter en fait un comportement rotatif qu'on appelle des orages supercellulaires ou des orages arqués. Et sous ce type de système orageux, les rafales de vent peuvent être très violentes et même avec un risque de chute de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre. Au-delà des 28 départements de l'Est de la France qui sont en vigilance orange, l'Occitanie aussi, que vous connaissez bien, Loïc Spadafora, est concernée. Ça va être quand même, ça va souffler fort sur tout le pays. Oui, tout à fait. En fait, on a une dégradation qui arrive en deux phases. La première phase qui est en cours, au moment où l'on se parle, les premiers orages qui se forment du côté de l'Alsace, du côté de l'Auvergne, dans le département de l'Allier, du Rhône et de la Loire en ce moment, au moment où l'on se parle. Et en Occitanie, ça sera un peu plus tardif, en cours de soirée, deuxième partie de soirée d'ailleurs, plutôt entre 21h et 22h pour les premiers orages, qui frapperont la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard et la Lozère, donc en fin de soirée. Et là aussi, on s'attend à des phénomènes localement violents, fortes rafales de vent, risque de chute de grêle. Avec possiblement donc de gros dégâts, quels conseils on peut donner pour la sécurité ? Oui, il y a un risque de dégâts sous ces fortes rafales de vent. Les conseils, en fait, ils sont très simples. À l'approche d'un orage, on s'abrite dans un bâtiment, surtout pas dans une zone boisée. On ne reste pas en extérieur, parce que dans les zones boisées, on risque malheureusement de se faire foudroyer. Donc, on s'abrite dans un bâtiment, on attend que l'orage passe. En général, c'est des orages qui sont très rapides, qui durent qu'un petit quart d'heure. Mais en un quart d'heure, on peut avoir l'impression que c'est l'apocalypse qui s'abat sur nous parce que les phénomènes sont particulièrement violents sous ce type d'orage. Est-ce que ce serait pertinent ou non de faire un lien, de poser la question d'un lien avec le réchauffement, le dérèglement climatique? Bon, des orages, il y en a toujours eu, mais est-ce que possiblement ça peut jouer? Oui, la question elle est légitime. Des orages, il y en a toujours eu, de cette intensité également, mais c'est vrai que plus on ira vers un climat chaud, plus on aura de chaleur en fait de l'atmosphère, plus les orages pourront être intenses. En réalité, la chaleur, c'est le carburant des orages, donc plus on a de carburant, plus les orages peuvent être violents. Donc effectivement, dans les années à venir, on s'attend potentiellement à des orages de plus en plus intenses. Eh bien, ça fait peur. Bon, petite question, Françoise Degois, pour vous, Loïc Spadafora. Tout à fait. Merci d'abord, vous êtes absolument lumineux dans vos explications. Est-ce qu'on peut rester dans la voiture? C'est toujours bien une cage de Faraday? Oui, la voiture, c'est une cage de Faraday, donc on y est en sécurité. Mais alors en voiture, sous ce type d'orage, il faut quand même s'arrêter, parce qu'en général, la visibilité, elle n'excède pas 20 ou 30 mètres. Mais si on s'arrête et qu'on reste dans la voiture, c'est Faraday, c'est bon. Tout à fait, on s'arrête, on reste dans la voiture sur le bas-côté avec les warnings, ça fait cage de Faraday, on est en sécurité. Et en général, ça dure jamais très longtemps, c'est des orages qui vraiment sont très mobiles, qui circulent très vite, donc ils sont très violents, très intenses, mais très rapides. Bon, merci, c'était très clair. Merci beaucoup, Loïc Spadafora. Avec plaisir, merci, à bientôt. Félix Mathieu, votre troisième mot, c'est ratissage. Après la fin des battues pour retrouver le petit Émile, les gendarmes ont bouclé son hameau des Alpes de Haute-Provence. Un dispositif de recherche plus ciblé. Bientôt 3 jours après la disparition de l'enfant de 2 ans et demi, les chiens se trouvent toujours sur place avec des enquêteurs spécialisés. Les gendarmes ont sanctuarisé le Haut-Vernay pour permettre un ratissage minutieux. Les personnes étrangères au bourg n'ont plus accès au hameau. Selon le journal La Provence, les enquêteurs étudient aussi désormais la possibilité d'un accident
avec une voiture ou un tracteur, accident qui aurait ensuite été dissimulé dans cette hypothèse désormais privilégiée par les enquêteurs selon la Provence. Toujours selon nos confrères de la Provence, plusieurs habitants du hameau sont auditionnés en ce moment même, dont la mère de l'enfant. Les gendarmes étudient aussi les bornages téléphoniques des habitants. Françoise Degois, vous avez envie de réagir? Oui, sur le chagrin qu'on éprouve tous autour de cette table, parce qu'on voit ce petit garçon, on imagine, et puis ces références, ça nous fait penser immanquablement, et j'espère que ça n'est pas le cas, à l'affaire Grégory. En réalité, ça nous fait penser... Moi, j'aime bien l'idée qu'ils ont complètement changé de stratégie. Je sais pas ce qu'en passe le procureur, qu'on passe finalement des battues avec finalement des indices peut-être qui sont piétinés par des gens de bonne volonté, à quelque chose de... un acte au moins délictueux aussi dans le Elisabeth Lévy, c'est ça, Philippe, non? Et alors, on s'est demandé pourquoi les deux personnes qui avaient vu le petit la première fois où il avait été signalé ne sont pas intervenues, ne lui ont même pas demandé qu'est-ce qu'il faisait là tout seul. Et le maire, que je trouve singulièrement optimiste tout de même, a dit « Mais ici, il se passe jamais rien. Le petit pouvait se promener dans le village. » Oui, non, mais c'est ce qu'on pense quand on est maire. Bon, allez, merci à tous les trois. Merci Félix Mathieu aussi. Voilà, et à vous aussi Félix, évidemment. Évidemment, à tous les quatre. Donc, on vous retrouve tout de suite, chers auditeurs, pour notre premier débat de 17h30 et nos trois éditorialistes que vous connaissez si bien. À tout de suite. On rappelle. On est bien avec vous sur Sud Radio, il est exactement 17h30 et c'est l'heure de votre premier débat, toujours avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio et LCI. Et puis Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction de Causeur. 17h30, c'est parti le débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Suite à la manifestation à Sainte-Solide, les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont rendu un rapport documentant un usage de la force disproportionnée et indiscriminé de la part des autorités. Et plus de 3 mois après la mobilisation, qui a fait 200 blessés selon les organisateurs, dont plusieurs très graves. Donc je vous rappelle la question du jour, chers auditeurs, qu'on vous pose sur Twitter. Sainte-Soline, Ligue des droits de l'homme. La police est-elle trop violente dans ses interventions? N'hésitez pas à réagir, à voter, à nous appeler au 0826 300 300. Et nous avons un invité qui est l'invité à avoir, puisqu'on a évoqué ce retour de la Ligue des droits de l'homme. Eh bien, c'est son président, Patrick Beaudouin, qui est avec nous. Bonsoir, Patrick Beaudouin. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes également avocat. Alors, le principe, dans ces cas-là, on fait déjà un petit tour avec nos 3 vraies voix. Vous allez les écouter et puis vous allez nous faire votre retour. Peut-être Philippe Bilger, déjà, ce retour de la Ligue des droits de l'homme qui montre du doigt nos policiers. On a déjà eu la chance d'avoir à plusieurs reprises Patrick Beaudouin au téléphone. Et donc, je connais sa mesure et il connaît en général mon opposition, j'espère, courtoise. J'ai bien lu la substance du rapport qu'a publié, peut-être pas encore, la Ligue des droits de l'homme. Et au fond, moi, j'admets tout à fait que peut-être au cours de cette manifestation qui a entraîné un certain nombre d'empoignades, de violences, manifestations qui étaient interdites, eh bien, il y a eu probablement des violences policières, peut-être, ou gendarmesques, si vous demandez, sans doute excessives. Simplement, à chaque fois qu'on a des thèmes de cette sorte qui nous sont proposés, je pense immédiatement que l'agresseur, c'est le manifestant. J'entends par là que la gendarmerie, les forces de l'ordre à Sainte-Soline n'avaient rigoureusement aucun intérêt ni aucune envie de faire des malfaisances, de créer des violences, de porter des coups à des manifestants. Donc j'en conclus que s'il y a eu des excès, eh bien ils sont probablement imputables à ces manifestants et que donc les outrances, les dérapages, peut-être les mauvaises coordinations sur le plan de l'ordre et de la rigueur ne sont pas imputables aux forces de l'ordre. J'ai bien conscience du caractère alambiqué de ma question, Patrick Beaudouin, mais c'est parce que le sujet me semble complexe.
Françoise Degois, est-ce que, selon vous, les excès en question sont imputables aux manifestants, du coup ? Je pense que, pour répondre plus largement à la question, je crois que les excès du maintien dans la France sont un désastre depuis les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on l'a vu vraiment depuis les Gilets jaunes. Sainte-Soline, je retiendrai du rapport de la Ligue des droits de l'homme la disproportionnalité. Je rappelle quand même que vous avez des manifestants. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des boules de pétanque, etc. Mais il faut bien se rendre compte comment sont armés et équipés les CRS et les gendarmes. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de commune mesure et c'est tout à fait normal quand il faut, comment dirais-je, maintenir l'ordre. Je m'interroge vraiment sur la façon dont les ordres sont donnés, la façon dont ça se déroule. Évidemment, les braves aiment. Je suis outré de la façon dont les Gilets jaunes ont été gérés. Je ne parle pas des casseurs, là. Je ne parle pas qu'il y ait des bastons entre les casseurs, les Black Blocs et les forces de police, c'est une chose. Mais qu'il y ait tout ce qu'on appelle les dégâts collatéraux qui sont en fait maintenant des façons de fonctionner complètement, comment dirais-je, communes et basiques. Regardez ce qui s'est encore passé à Marseille avec la journaliste marseillaise qui se fait étrangler carrément par les forces de l'ordre, qui se fait insulter. Elle est en train d'essayer d'appeler sa red-chef et finalement mais on peut multiplier les exemples. Je vous parle même pas des gens éborgnés, des gens mutilés. Nous laisser répondre. J'ai pris le temps de Philippe Bigère. Je pense qu'il avait pris un petit peu de temps. On va y revenir. Je termine en disant qu'il faut réformer absolument la façon de maintenir l'ordre. Tous nos pays voisins le font. Il n'y a aucune raison que la France soit en résistance et n'accepte pas de lâcher sur certains procédés qui se trouvent être mutilants aujourd'hui. Voilà. C'est marrant comme argument parce qu'il me semble que quand on l'employait pour les retraites, cet argument ne vous convainquait pas. De quoi tu parles ? Tous les pays réforment leurs retraites. Ça ne vous a pas suffi pour... c'est la mauvaise foi, c'est n'importe quoi. Répondez sur la disproportionnalité, Elisabeth. Excusez-moi, chacun a pu parler. C'est justement, c'est ce qu'on fait. Interrompu, si vous voulez bien. Non, mais donc, Elisabeth. Je redis, Françoise, que cet argument que tu invoques, tous les autres le font, il n'est pas tout. Il est à géométrie variable. Maintenant, deux choses. La première, je reconnais, je suis un peu désolé de vous le dire. Enfin non, je suis pas désolé de vous le dire. J'ai essayé de vous le dire gentiment, Monsieur Baudouin, mais de façon parfaitement cash. Pour moi, la Ligue des droits de l'homme est devenue un mouvement d'extrême gauche depuis qu'elle défend les islamistes, qu'elle s'est mis. Si vous voulez, ça n'est plus du tout le mouvement qui a été créé après l'affaire Dreyfus. Donc quand la Ligue des droits de l'homme dit quelque chose, j'ai un peu tendance à penser que c'est une boussole qui indique le Sud. Et je suis outré par ces interventions incessantes pour défendre des casseurs, pour le dire de façon beaucoup moins nuancée que Philippe. Parce que moi, je crois que notre problème aujourd'hui... Alors, peut-être qu'à Sainte-Soline, effectivement, comme vous l'avez dit, cher Philippe, il y a eu effectivement, dans des conditions très difficiles pour les forces de l'ordre, des gestes inappropriés, mais le maintien de l'ordre, si vous voulez, c'est pas, ça se passe pas, c'est pas de la danse classique qui se passe comme ça, de façon très calme. Il peut y avoir des gestes excessifs, ça je n'en disconviens pas. Mais notre problème, ce matin, j'ai fait ma chronique sur ce qui s'est passé à Cannes et les tweets de David Lisnard sur les interventions des forces de l'ordre pendant en ce moment à Cannes. Et le directeur de la sécurité publique a fait cette réponse à David Lisnard en disant non, il n'y a aucune consigne pour ne pas intervenir maintenant. Cette consigne, c'était pendant les émeutes. Qu'elle aveu, c'est-à-dire que nous avons des casseurs qui pillent, des vandales, qui pillent, qui brûlent, qui s'attaquent à des écoles maternelles, à des cinémas, à des mairies. Et la consigne de la police, la consigne donnée à la police, c'est quoi ? Non, je prends le même temps, pardon. La consigne donnée à la police... C'est pas vous qui décidez du temps, c'est nous pour l'instant. Donc on fait le petit tour. Terminez, Elisabeth, parce que je pense que Patrick Baudouin, lui, va vouloir réagir. Donc, voilà. Non, mais la consigne donnée à la police, excusez-moi, c'est de ne pas intervenir. C'est surtout quand il n'y a pas de danger, c'est de ne pas intervenir. Or, qu'est-ce qui se passe si la police ne recourt pas à la force, il n'y a plus de dissuasion. Voilà, pour que force reste à la loi, il faut qu'il y ait force. Voilà. Alors, Patrick Baudouin, vous venez d'avoir un petit tour de table très court, évidemment. Voilà. Donc, des petites questions. Vous pouvez déjà répondre peut-être sur ce que dit Elisabeth Lévy. Oui. Vous êtes politisé ou pas ? Oui, est-ce que vous êtes d'extrême gauche ? Je suis vraiment... Alors pour le coup, on a des problèmes de réseau. On va essayer de se caler avec vous. J'en profite pour dire que les auditeurs continuent de répondre à la consultation. La police est-elle trop violente dans ses interventions ? Vous dites oui à 38%, donc non à 62%. Patrick Baudouin, je pense qu'on vous a retrouvé. Alors, politisé ou pas, pour l'instant, non, on ne vous a pas retrouvé. Notre auditrice mode, alors, qui vit en Seine-Saint-Denis, tiens. Oui.
Maud. Non, mais attendez, elle n'est pas là tout à fait. Pardon, excusez-moi. François, si vous voulez, chacun va faire son métier. Je peux ajouter une précision, s'il vous plaît. Attendez, stop. Voilà. Est-ce qu'on a Patrick Baudouin? Maud est en ligne et Patrick est en cours de récupération, a priori. Voilà, Patrick Baudouin, vous répondez, donc politisé ou pas, la Ligue des droits de l'homme? Alors, premièrement, j'apprécie la modération. Je vais répondre aussi cash par rapport aux derniers propos. La Ligue des droits de l'homme, côté qui serait avec des sympathies pour les islamistes, j'avoue que ça me fait sourire. Ah oui. Les islamistes sont absolument, évidemment, tous les islamistes radicaux, je parle. Ce sont des valeurs totalement contraires aux nôtres. En revanche, il est vrai qu'on défend les droits des personnes islamistes qui sont poursuivies quand on estime que ces droits ne sont pas respectés, comme le droit de tout individu à se défendre, à avoir droit à une justice équitable. Bon, je passe là-dessus parce que c'est vraiment un tellement mauvais procès que je pense que c'est pas la peine de perdre son temps sur ce sujet-là. Sur le deuxième point, écoutez, le sujet, moi, on m'a invité ce soir pour parler de Sainte-Soline. Oui. Si vous voulez qu'on parle des islamistes, on fera un autre débat. Patrick Baudouin, justement, pour revenir. Sans force, pas d'ordre, en fait. C'est ça qu'elle dit, Elisabeth Lévy. Pardon. Oui, alors, quand la LDH du côté des casseurs, là, c'est tout aussi, bon, vraiment, ce sont des amalgames, des procès d'intention qui n'ont pas de sens. Bon, il va de soi que la Ligue des droits de l'homme que je représente, dont je suis le président, n'est pas du côté des casseurs. Je l'ai dit à plusieurs reprises, peut-être sur d'autres antennes, je ne sais pas si c'est la vôtre. Nous condamnons évidemment les casseurs, les projectiles lancés contre les forces de l'ordre, et nous ne sommes pas de ce côté-là. Mais ce sont des responsabilités pénales individuelles de ceux qui se livrent à ce type d'agissement. Il n'y a pas de sujet. Le sujet de notre rapport, dont j'aimerais qu'on parle, c'est un sujet bien déterminé qui vise, et c'est l'objet des observateurs qui se trouvent sur le terrain lors des manifestations, le comportement des forces de police. Je rappelle que c'est l'Observatoire des libertés publiques et des pratiques policières. Donc c'est l'analyse des pratiques policières. Il faut ramener ça à l'objet de l'Observatoire et du rapport. Alors quand même, Patrick Baudouin, vous concluez en disant, Patrick Baudouin, vous concluez en disant ce n'est pas en procédant avec une violence aussi inouïe de la part des forces de l'ordre qu'on va parvenir à réconcilier la police et la population. Vous ajoutez donc un contenu, une analyse. Bien sûr. Et nous ajoutons, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ma position. Là, c'est l'essentiel de ma position. Il ne s'agit pas d'être toujours dans des logiques d'affrontement, comme le dernier propos, là, ça ne sert à rien. C'est une logique, je crois. Si ça vous ennuie pas, laissez-moi juge de si mes propos sont utiles ou pas. Non, mais j'en ai marre de me faire attaquer de 4 fois depuis tout à l'heure. Allez, on se détend. Reprenez, Patrick Baudouin, reprenez. Moi, j'en ai pas marre. Moi, je suis habitué à me faire attaquer, donc j'en ai pas marre. Mais je réponds simplement. Moi, je réponds à votre réponse. Attendez, une petite question. Je l'accepte volontiers. Alors, allons sur le fond. Nous ne sommes pas les seuls. Si avec la Ligue des droits de l'homme, à la limite, je me dirais, il faut qu'on s'interroge. Ça, et vous auriez raison. Il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme. Il y a toute une série d'organisations, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le haut-commissaire du Conseil de l'Europe, la défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et tous les observateurs étrangers, journalistes et autres des pays qui nous entourent sont stupéfaits de la violence du système de maintien de l'ordre à la française. Donc nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes dans votre rapport, excusez-moi. Oui, Patrick Baudouin. Dans votre rapport, vous parlez aussi de la falsification et des mensonges du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça ? Alors sur 3 points, je vais aller vite parce qu'on n'a pas un temps illimité. Il y a une communication qui est très fallacieuse de la part du gouvernement et une sorte de manipulation immédiate après Sainte-Soline. Sur 3 points. Le premier point, on a fait un rapport, je vous invite à le regarder, à le critiquer, à le contester et à ce qu'il soit démenti au besoin. Ça, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais au moins qu'on le prenne en compte. On a eu des observateurs et dans le rapport, c'est minute par minute qu'ils relatent leurs constatations. Ils étaient 18, plus 3 avocats, plus un médecin. 3 points principaux. Le premier, on nous dit ce sont les manifestants qui ont commencé à attaquer les forces de l'ordre. Et voilà. Ce n'est pas vrai. Ce sont d'abord les quads, ces gendarmes qui étaient sur des quads, qui ont commencé à approcher et à lancer les premières grenades. Et c'est ensuite qu'il y a eu cette violence dont toutes les télévisions se sont gavées, qui a existé. Il ne s'agit pas de dire le contraire, mais il faut rétablir les équilibres. Le deuxième point, c'est l'usage effectivement indiscriminé, disproportionné d'armes à feu, ce sont des armes qui sont considérées comme des armes à feu, qui sont
catégorisées comme telles, c'est-à-dire les grenades, qui ne sont pas seulement là des grenades lacrymogènes, mais des grenades de type GM2L, c'est-à-dire des grenades qui ont des grenades explosives qui peuvent blesser par fracturation lorsqu'elles explosent. Donc il y en a eu, et plus les LBD 40, auxquels il a été beaucoup recouru, c'est-à-dire les lanceurs de balles. Donc de défense. Donc un usage vraiment très excessif, très disproportionné, qui était tiré à distance, à longue distance, et qui visait malheureusement, en un sens, pas que ceux qui étaient là pour effectivement être dans une situation de violence contre les forces de l'ordre, mais des manifestants qui étaient venus sur des revendications écologiques et environnementales. On peut ne pas être d'accord, mais qui méritent un débat. Patrick Beaudoin, on va faire réagir. Allez-y, attendez, juste, on fait un petit aller-retour, Patrick, parce que ça sera plus agréable. Philippe Bilger. Pas de problème. Monsieur le Président, je n'ai pas été choqué, moi, par la fougue habituelle d'Elisabeth Lévy, qui a le grand avantage de parler vrai, toujours à sa manière. Mais j'essaierai de poser une question plus nuancée. Au fond, non, mais vraiment, allez-y, posez votre question. Est-ce que vous ne considérez pas, puisque l'objet même de votre examen et de votre rapport était d'appréhender ce qu'il est convenu d'appeler les violences policières, les pratiques discutables des forces de l'ordre, est-ce que vous n'êtes pas intellectuellement conduit en quelque sorte à occulter la part d'explication qui résulte de la violence des manifestants? Et est-ce que, au fond, ce rapport n'est pas presque de manière honnête à partir du moment où vous choisissez clairement un camp hémiplégique? Patrick Beaudoin. Non, alors je crois la question la mérite effectivement un débat. D'ailleurs, comme souvent, et je le dis vraiment, je vais vous faire le même compliment que vous avez fait au début, on n'est pas d'accord, mais les questions sont toujours très, très subtiles et méritent vraiment d'être posées. Donc je les prends volontiers en compte. Mais moi je crois, si vous voulez, par rapport à votre question, que non, on n'occulte pas ces violences et ces risques qui existent de récupération en quelque sorte d'une lutte légitime de la part des défenseurs de l'écologie et de l'environnement, de récupération par des groupes d'extrême gauche. On n'est pas aveugle là-dessus. Mais notre sujet du moment, c'est que depuis, et ça a été très bien dit tout à l'heure, depuis la crise des Gilets jaunes, mais bien avant, c'est tout gouvernement successif qu'on a des problèmes avec notre police. C'est pas nouveau. Mais depuis la crise des Gilets jaunes, on a vu des violences policières, c'est ainsi qu'il faut les nommer. Ça ne veut pas dire que toute la police est à mettre en cause, mais ça veut dire qu'il y a vraiment des violences policières. Et que d'être dans ce déni de réalité va nous conduire au pire. Et on le voit, la violence des manifestants, de ceux d'ailleurs manifestants, des casseurs, parce qu'ils existent, est proportionnelle justement au fait qu'il y a trop de violences policières. Merci Patrick Beaudoin. On va faire réagir Françoise Degois. Oui, mais je suis évidemment d'accord avec Patrick Beaudoin. Je sais bien que ça ne vous convient pas, mes amis, mais moi, je ne cesse depuis la crise des Gilets jaunes de dire que ça n'est pas possible. La violence dans les manifestations, elle est partout. Comment font les Allemands aujourd'hui, par exemple? Les Italiens, je peux en parler, j'ai été à Gênes, le sommet de Gênes, il y a un manifestant qui est tué. Et c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois les Black Blocs, et je vois bien la doctrine qu'utilisent désormais les Italiens. Pourquoi nous ne changeons pas de doctrine? Pourquoi nous sommes obligés de constituer une phalange comme les braves M? Je ne sais pas si vous vous êtes amusé déjà à les voir passer dans la rue et à les voir en action dans une manifestation. Moi, je les ai vus en action dans une manifestation, hormis le fait qu'ils sont effrayants, entièrement en noir. Regardez toutes les vidéos qui sont filmées, parce que maintenant, vous comprenez, plus rien ne peut échapper à notre regard. Donc, à partir du moment où on n'a pas... Moi, j'aime la police républicaine et l'ordre républicain, mais je suis désolé, nous devons changer notre doctrine de maintien de l'ordre. Elisabeth Lévy vous répond. Françoise, merci. Oui, Elisabeth. Je vais d'abord étayer ce que je disais sur votre alliance au moins objective avec les islamistes. Entre autres exploits, la LDH a participé à la marche contre l'islamophobie, aux côtés du comité contre l'islamophobie en France, qui a d'ailleurs été dissous depuis, même si moi, je n'aime pas ces solutions, parce que moi, je préfère la bagarre
bagarre des idées aux interdits. Donc, mais voilà pour entre autres, hein, ça n'est pas. Pardon. Et la deuxième, j'ai une question néanmoins, Patrick Beaudoin. Ouais, et il nous reste 30 secondes. J'ai une question. Ouais. Est-ce que la France n'est pas du tout la championne du monde des violences commises par la police? En revanche, je crois bien qu'elle est la championne du monde des violences anti-policières. Il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale le ministre de l'Intérieur qui a dit d'ailleurs les noms des policiers tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que ça vous êtes déjà dit qu'après tout, eux aussi ont des droits, eux aussi doivent être défendus. Dans les manifestations, en guise de conclusion, Patrick Beaudoin. On vous écoute, mesdames. Les vraies voix. En guise de conclusion, Patrick Beaudoin, très rapide, s'il vous plaît. On est toujours dans le même défaut de nuance. Je répondrai simplement que plus on aura une police qui maintient des solutions de violence, et plus effectivement il y aura de violences aggravées contre les policiers. Et mon souci, c'est de protéger aussi bien les policiers que les manifestants. Et je rappelle que manifester est un droit et que c'est une liberté. Donc c'est dans cet équilibre-là que je me situe. Point. Merci Patrick Beaudoin. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme, la LDH, et avocat. Chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à nous appeler pour réagir au 826 300 300. Aude vous attend au standard, évidemment. Et Maud va nous retrouver dans un instant. Et Maud va nous retrouver puisque nous avons notre auditrice qui est en ligne. Et puis alors, parlons vrai sur Sud Radio. Avec nous bientôt, c'est le quiz de l'actu qui arrive. Oui. On va jouer, justement, ça va détendre tout le monde. Voilà. Restez là, ça va être détendu. Tout de suite. Comment ça, je suis pas énervé? Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Chers auditeurs, dans quelques instants, c'est le quiz de l'actu, comme promis. Mais juste avant, tout de même, on va faire réagir notre auditrice Maud sur la première question du jour dont on vient de débattre assez chaudement avec nos intervenants sur l'intervention de la police à Sainte-Soline et le rapport de la Ligue des droits de l'homme. La police est-elle trop violente dans ses interventions, avec les casseurs en l'occurrence, pour ce sujet-là? Maud, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, je rappelle que vous nous appelez de Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Alors moi je suis d'accord avec Sainte-Soline, où j'ai trouvé que la police était effectivement trop violente, parce que je pense que la réponse elle doit être à la hauteur de l'attaque, ou vice-versa. En revanche, concernant les casseurs, je trouve que en fait la police ne répond qu'à une forme d'agression, et elle se défend, je pense, à hauteur de l'attaque. Pareillement. Donc un peu de mesure et serait peut-être la virgule des deux côtés. C'est pas mal la mesure. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous en faites preuve, Maud. Bravo à vous. Du coup, on peut jouer. Allez, jingle, ça joue. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je rappelle le principe. Vous faites cause commune avec l'une des trois vraies voix. Alors, vous choisissez Maud qui? Françoise Degois, Elisabeth Lévy ou Philippe Bilger pour faire équipe? Françoise Degois. Super. Normalement, je gagne, mais là, je suis en petite phase. Françoise avec Maud contre Philippe, associé à Elisabeth. Première question. Oui, alors, question 1. Qu'est-ce qui a tué... Et c'est uniquement Françoise et Maud qui répondent. Voilà. On va pas s'engueuler comme ça. Non, mais là, c'est pas là, c'est juste répondre à la question. Et si ça ne pas répondre? Attendez, allez-y, première question. Est-ce qu'on peut poser la première question ou pas? Ouais, c'est bien, vas-y, Judith. Qu'est-ce qui a tué 62 000 personnes en Europe l'été dernier? La canicule. Bravo Françoise et Maud, ça vous fait 1 point. 62 000. L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent, avec une température moyenne de 20,3 degrés précisément. Question maintenant pour l'équipe B. Comprenez Elisabeth Lévy et Philippe Bilger. C'est parti. Sur quel homme politique le journaliste Christophe Barbier a-t-il écrit une pièce de théâtre? Mélenchon. Très très bonne réponse. Joué, ça fait 1 partout. Bravo. Jean-Luc Mélenchon. Alors ça sera un seul en scène et l'action se déroule en septembre 26. Il imagine qu'il se présente aux élections présidentielles. Deuxième question pour l'équipe A. Donc Maud et Françoise répondent. On s'amuse moins. À combien le taux de réussite définitif du bac 2023 s'établit-il? Nous arrondissons à la dizaine, bien évidemment. 90%. Bravo. Maud, vous dites combien, Maud? 90, c'est bon. Ouais, 90. Ouais, on a gagné. Dites 90, combien? Allez-y. 3, non? Non, laissez Maud, Maud. 90,4. Eh ben, c'est 90,9. Voilà. Au total, chers auditeurs, quelques 672 400 candidats ont été reçus au bac de cette année. Le ministre s'est félicité qu'il soit plus sélectif. Non, mais vous notez la fourbitude, franchement, de Philippe Bilger, mais c'est incroyable. Ce type. Question pour l'équipe B. Attention, Philippe et Elisabeth.
Question pour vous. À cause de quoi un agriculteur canadien a été condamné à 56 000 € d'amende pour la validation d'un contrat qu'il n'avait pas signé? Mais qu'avait-il fait? Il avait opiné, il avait fait avec taper dans la main. Non. Il avait opiné du chef? Non. Alors écoutez, Françoise et Maud, vous pouvez répondre maintenant, et si vous répondez, ça fait 2 points. Alors qu'est-ce qu'il a fait qui a fait que ça a validé qu'il a été condamné? C'est-à-dire, il a claqué les doigts? Non. Maud, vous avez une idée? Il a cligné de Je l'œil. vois pas. Personne? Non, c'est pas. Eh bien, il a fait un emoji avec le pouce. Et le tribunal canadien a retenu le fait que l'envoi d'un emoji avec un pouce entamait donc le processus. Donc On est au même score partout là. T'as dit opiné. Mais je parce que c'est les gens savent pas ce que ça veut dire opiné du chef. Ça fait donc 2-1 pour l'équipe de Maud et de Françoise. 3e question pour Maud et Françoise. Attention, qui a déclaré samedi soir: jouer pour vous a été ma raison de vivre et vous avez été absolument magnifique. J'entends pas. Jouer pour vous a été ma raison de vivre. Delon? Non. Vous dites qui, Maud? Et vous avez été absolument magnifique. Jouer. Maud. Jouer. C'est-à-dire. Vous dites... Attendez, Maud, vous dites qui? C'est Million, hein? Non. Alors François, vous n'avez pas? Eh bien, vous pouvez prendre la main, Elisabeth et c'est Philippe. un sportif qui a dû lâcher la paire. Non, un musicien. Vous le savez, vous le savez. Qui a arrêté de jouer là? Qui? Alors, allez-y. C'est une grosse star. Une fois, 2 fois. Ah oui. Alors Elton John. Bravo. Superbe. Ça fait 3-2 pour Philippe Bilger et Elisabeth Lévy. Dernière question. Chut. Dernière question top. Attention. Dernière question, tout se joue là-dessus, c'est pour Elisabeth et Philippe. Quel pays subit une importante éruption volcanique après l'Islande? Victoire de Philippe Bilger et d'Elisabeth sur le emoji. Chers auditeurs, c'est qui l'a dit? Non, c'est fini pour l'instant pour l'été. Alors là, il est 17h57 sur Sud Radio, le programme qui suit pour vous, chers auditeurs. Maud. Le tour de table de l'actu des vraies voix, évidemment. Notre débat à 18h30. On vous rappelle la question du jour. L'étude Eurobaromètre. Est-ce que, comme la majorité des Européens, l'inflation et le pouvoir d'achat sont vos principales préoccupations? Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter et à nous appeler au 0800 26 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous sommes installés pour la 2e avec Judith. Nous sommes très heureux de vous accompagner tout cet été. Ah oui, cher Frédéric. Nous conservons nos débats, nous conservons vos interventions, les auditeurs au 0826 300 300. Et le test du jour proposé par notre direction, c'est Judith et Frédéric, vous animerez les vraies voix avec ces vraies voix. Ça va, on n'est pas si cruel, non? C'est pas exagéré. Vous m'avez soufflé. Alors Philippe Bilger, évidemment, vous le connaissez tous, chers auditeurs, président de l'Institut de la Parole et auteur de livres propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Françoise de Gouac, vous venez d'entendre, n'importe quoi. Elle est historienne sur Sud Radio. Ça me fait toujours rire. Vous avez pas envie que je vous présente jusqu'au bout, hein? Si, mais en fait, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, n'est-ce pas? Bien sûr, mais c'est inclassable qui me fait toujours rire avec Philippe Bilger, comme si on pouvait pas le classer. Et vous classez, vous? Je m'en flatte. Ah bah non, mais c'est ton Lévy, émission. Tu crois vous êtes directrice de la rédaction de Causa. Nous sommes à l'antenne, les vraies voix. Nous sommes à l'antenne, pardon. C'est vrai. Donc Elisabeth Lévy, vous êtes directrice de la rédaction de Causa. Oui, là, tout de suite. J'ai remarqué. Allez-y, voilà, s'il vous plaît. Nous le savons, ça sera difficile, mais nous relèverons le défi avec Judith. Vous, les auditeurs, vous êtes invités à vous brancher déjà aussi sur Twitter et répondre à cette question, le coup de projecteur de 18h30, après une étude Eurobaromètre. Comme la majorité des Européens, est-ce que l'inflation et le pouvoir d'achat sont vos principales préoccupations? Nous en parlerons avec nos vraies voix. Bien sûr, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ça clique. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça buzz sur les réseaux, ça tombe bien d'ailleurs, c'est l'heure. Pardon, ça buzz. Ah, ça buzz, pardon, j'avais pas compris. Excusez-moi. Vous aviez entendu quoi? Ça buzz. Voilà. Sur les réseaux, donc c'est l'heure de Ça fait du clic, Félix Mathieu.
Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, persiste et signe après la polémique quant aux médias appartenant à Vincent Bolloré. Des médias du groupe Bolloré qui se retrouvent parmi les sujets les plus discutés ce soir sur Twitter. La chaîne de télévision CNews, mise en cause ce week-end par le ministre de l'Éducation comme étant une chaîne d'extrême droite. Le JDD en grève, ces journalistes refusant l'arrivée à leur tête d'un ancien du magazine Valeurs Actuelles. La controverse est donc même passée des plateaux télé ou radio à l'Assemblée nationale cet après-midi. Pape Ndiaye interpellé par le député LR Philippe Gosselin. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent uniques, distribuer bons et mauvais points, jeter les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop. Alors, plutôt que de vous immiscer dans le fonctionnement des médias, quand allez-vous vraiment prendre la mesure de vos fonctions, de votre tâche pour notre éducation nationale ? En réponse à ces critiques quant à ses propos au sujet de la chaîne CNews, Pape Ndiaye répond « liberté d'expression ». Vous le savez, l'ARCOM a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter? Ai-je pointé du doigt tel journaliste? Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview. La liberté d'expression pour Pape Ndiaye. Et pour vous dire que le sujet des médias se politise, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, va encore plus loin que ça. Elle affirme vouloir en parler à la première ministre demain lors de son rendez-vous avec Elisabeth Borne à Matignon. Interrogée sur la grève au journal du dimanche, déjà 19 jours et 3 dimanches sans parution, eh bien Sophie Binet dit vouloir questionner le modèle économique des médias et l'indépendance de leur rédaction vis-à-vis des plus grandes fortunes. Si on ne fait rien, le scénario il est connu. Ça va se finir comme iTélé qui est devenu CNews, avec l'ensemble des journalistes qui vont partir. On ne peut pas se résoudre à avoir un grand journal papier qui bascule et qui ne garantisse plus les libertés éditoriales. Le gouvernement a 2 leviers à sa disposition. Le premier, c'est les aides publiques à la presse qu'il doit conditionner à des garanties déontologiques pour les journalistes qui doivent pouvoir empêcher la nomination d'un rédacteur en chef ou d'un directeur de rédaction. Et puis le deuxième levier, c'est de changer la loi, puisqu'on voit bien qu'il y a une concentration sans précédent des titres de presse dans les mains de quelques milliardaires. Le débat, ça ne peut plus être, est-ce qu'on préfère être acheté par Rodolphe Saadé ou par Vincent Bolloré? C'est pas possible. La secrétaire générale de la CGT au micro de nos confrères de France Inter tout à l'heure, alors que la rédaction du JDD s'attend certainement à un nouveau dimanche sans publication dimanche prochain. Les vraies voix réagissent. Philippe Bilger, vous êtes régulièrement sur l'antenne à CNews? Oui, j'en suis fier. Je défends CNews sans aucun problème. J'ai une totale liberté d'expression. Le pluralisme existe et je regrette que la gauche n'y vienne pas en majorité. Elle n'est pas invitée, tu sais. Si, il y a Laurent Geoffrin et d'autres, Olivier d'Artigol qui n'est pas un homme conservateur, et d'autres pourraient venir. Ce qui me scandalise, c'est que CNews est jugé par des gens qui ne l'écoutent pas et qui n'y viennent pas. C'est toujours un problème. Françoise Degois, juste sur les aides publiques à la presse qui sont garanties en fonction de la déontologie mise en place. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'à partir du moment où il y a des aides publiques à la presse, elles s'adressent à toutes les opinions. On peut combattre l'extrême droite et je ne vois pas pourquoi on supprimerait. On ne va pas commencer à supprimer des aides de journaux qui ne nous plaisent pas. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas Valeurs Actuelles, mais je laisse le droit à Valeurs Actuelles d'écrire s'il a envie d'écrire. Je pense ce que je pense de CNews et le JDD. La rédaction a parfaitement le droit de dire nous ne voulons pas de Geoffroy Lejeune. Elle a le droit de dire que ce directeur de la rédaction, que au demeurant je connais, avec lequel j'ai beaucoup débattu, qui n'est pas forcément la caricature qu'on en fait, mais qui a des positions extrêmement dures, de droite, eh bien la rédaction a absolument le droit de se mettre en grève. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça me gêne de voir Pape Ndiaye et la ministre de la Culture donner ce type de point de vue. C'est ça qui me dérange le plus. Soit on est dans un pays de liberté, de démocratie totale, et voilà, ça nous plaît pas. Moi, c'est pas ma cam, bien sûr, CNews, c'est pas ma cam Valeurs Actuelles. L'Empire Bolloré, ce n'est pas ma cam. La pensée de Vincent Bolloré, ça n'est pas ce que je crois. Mais à partir du moment où ce sont des journaux qui véhiculent un point de vue, c'est la démocratie. Merci Françoise. Alors, merci Elisabeth Françoise, Lévy. évidemment, je te reconnais bien là.
parce que c'est vrai, tu défends la liberté de parler des gens avec qui tu n'es pas d'accord. Je suis quand même très frappé. Dans un pays où le contribuable paye une radio qui insulte quotidiennement, tous les jours, au moins la moitié des électeurs. Parce que je ne sais pas si vous arrive, moi, il m'arrive à 6h du matin, avant de rejoindre notre matinale, juste pour savoir, d'écouter quelque peu France Inter, pour savoir, si vous voulez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est payé par le contribuable. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas M. Papendiaï, ni Mme Abdul Malak. Vous voulez que dans un pays libre, comme l'a dit Françoise, des ministres viennent se mêler, si vous voulez, de nous dire quel journal est cachère et quel journal n'est pas cachère. Et j'ajoute, pour faire ajouter quelque chose à ce qu'a dit Philippe, que il ne faut pas croire, si vous voulez, que ça glisse et que ça n'a aucun effet. Nous, on est traités à causeur de journal d'extrême droite, exactement comme tu l'as dit, Philippe, par des gens qui ne l'ont jamais lu, jamais ouvert. Et ça nous fait beaucoup... Oui, à causeur. Et ça nous fait beaucoup de tort. Donc moi, je commence à en avoir ras-le-bol que des ministres osent, si vous voulez, en particulier Mme Abdul Malak, quand même, parce que c'est la ministre de tutelle, ose, si vous voulez, s'ingérer de cette façon dans des affaires qui ne les concernent pas. Merci les vraies voix, merci pour ce regard particulier, votre clic, Félix Mathieu. Après, c'est nos vraies voix qui vont remonter encore le défi. On a le tour de table des vraies voix de l'actu, évidemment, chers auditeurs, avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Françoise Degois. On revient tout de suite, restez là. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner vos avis. Dans un instant, le grand débat, mais avant, bien sûr, l'incontournable tour de table. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. C'est pour ça qu'on n'est pas fatigués, nous. Philippe Bilger, vous défendez la députée Renaissance Anne-Laurence Pétel, qui, traitant Naël de délinquant, affirme qu'il est primordial de faire la différence entre un délinquant et un jeune des quartiers. Non seulement je la défends, mais je suis heureux de venir au secours d'une députée Renaissance, Marie-Laurence Pétel. Peut-elle Oui, elle peut. Depuis le 27 juin, on commençait à en avoir assez, franchement. Tweet complètement sulpicien de Kylian Mbappé. Ensuite, réaction médiatique et politique qui, bien sûr, déplore la mort de Naël, comme moi, comme nous tous, mais qui occulte radicalement le comportement antérieur de ce jeune homme. Et enfin, on a une députée Renaissance qui, parce qu'elle en a assez de l'euphémisation du réel, dit « c'est un délinquant » et en même temps, je déplore la mort de ce jeune homme. Donc ça renvoie déjà les réactions injustes et totalement partiales de Sandrine Rousseau et d'Antoine Léaumont. Et j'y vois deux avantages dans cette vérité qu'est la scène. D'abord, il est toujours bon de nommer le réel. On déplore la mort de Naël, une information est en cours de nature criminelle pour l'instant, et en même temps, eh bien, on instruit sur ce qui s'est passé avant. Le passé de les antécédents judiciaires de Naël montrent qu'en effet, on peut le qualifier de délinquant. Il a un casier judiciaire vierge, il a que des rappels au règlement. Non mais sérieusement, vous êtes pas sérieux. Mais ma chère François, peu importe. Mais si ça importe justement. Attendez, si vous le permettez, j'admets bien volontiers qu'il n'a pas. Qu'est-ce que c'est un délinquant? Il a braqué une banque. Attendez, Philippe, j'admets bien volontiers qu'il n'a pas de condamnation à son casier. Eh ben, bien sûr. Mais il a 12 mentions sur son fichier d'antécédents. Quelqu'un qui conduit sans permis. Quelqu'un qui probablement est impliqué dans un trafic de grosses voitures. Quelqu'un qui commet des refus d'obtempérer. Quelqu'un qui est connu comme infraction aux stupéfiants. Pardonnez-moi. Non, c'est pas prouvé. L'infraction aux stupéfiants, c'est pas vrai. Et les mentions, pardonnez-moi, ma chère Françoise, pour moi, c'est un délinquant. Et deuxième élément, donc vous n'êtes pas d'accord. Pour terminer, s'il vous plaît. À force d'euphémiser le réel avant, eh bien, on porte atteinte à la présomption d'innocence du policier. Voilà pour votre tour de table, Philippe Bilger. Non, mais je voudrais répondre sur l'euphémisation du réel. Oui, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Elle est à côté, cette députée. Mais elle est complètement à côté de ses pompes. Naël est un délinquant. Non,
c'est pas ça. Bon, Alors tu le on va classes pas- où, le type qui braque une banque? Délinquant, Nous ne vous mettrons pas d'accord, s'il vous plaît. Voilà. Elisabeth Lévy, votre tour de table. Sur l'orthographe. Sur l'orthographe. Alors, Allez-y. vous savez, Tu écris délinquant avec et un nous cœur. revenons. Alors moi en plus j'adore. Moi je l'avoue, je suis bonne en orthographe Ouais, moi et aussi. ça me rend dingue. Il y en a plus beaucoup. Ça me rend C'est notre dingue quand je génération qui est relis. bonne. Laissez-la Ce qui me rend parler, dingue enfin. surtout, c'est qu'à chaque fois que je parle, il y a un bourdonnement. Donc, Allez-y, Elisabeth. Voilà. Donc ça Allez-y. me rend dingue quand je relis de la copie qu'on m'adresse comme rédactrice en chef, si vous voulez, de voir à quel point les gens font des fautes. On n'a pas, par exemple, sans N apostrophe. Je le vois tout le temps. Ou des fautes, vraiment des grosses fautes, si vous voulez, qui nous laissent penser que peut-être la personne qui a écrit ne comprenait pas. Donc, et encore, je pense qu'à causeur, déjà, on a la crème. Donc, le niveau orthographique des élèves français est dramatique. Il y a 10 ans, dans la statistique qu'a donnée Papendiaï, non, en 87, les élèves de CM2 faisaient 10 fautes par dictée, en moyenne, 10,7. Aujourd'hui, c'est 19,7. Ouais, ça et a les doublé, règles, quoi. c'est affreux. Donc, Papendiaï, si vous voulez, quand il ne s'occupe pas de CNews et quand il ne s'occupe pas de nous rééduquer, de rééduquer nos consciences, de temps en temps, il s'occupe de l'école. Et là, il a dit donc toujours au micro de Frédéric Aziza sur Radio J, il a dit que là, maintenant, il proposait que, à la fin de l'année, alors qu'il va partir, mais bon, que on sanctionne plus les mauvaises notes, les fautes en orthographe. Et évidemment, moi je trouve ça très bien. Simplement, si vous voulez, vous pouvez pas détruire l'école et après dire que vous allez la reconstruire. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, on va pas chipoter. Merci au ministre, il a dit une chose sensée. Eh bien, que voit-on? C'est que à gauche, si vous voulez, et en particulier l'excellente Madame Guettet, qui est députée LFI, je cherche sa déclaration. Elle dit même à l'école, on va faire de la répression. C'est-à-dire, ces gens-là méprisent tellement les classes populaires qu'ils les croient infoutus d'apprendre à écrire correctement le français. Or, je vous assure, je le dis, s'il y a des parents et des jeunes qui écoutent, ne croyez pas que l'orthographe c'est superflu. C'est comme la tenue, si vous voulez. Eh bien, la tenue de votre langue, c'est la première chose. À chaque fois que vous écrirez, c'est la première chose qu'on verra. Donc, je vous assure, n'écoutez pas ces gens, si vous voulez, ces faux défenseurs du peuple, si vous voulez, qui en plus ne veulent même pas qu'on vous sanctionne. C'est une marque de respect de sanctionner les fautes. Voilà. Merci Elisabeth Lévy. Françoise de Gouin. Sur l'orthographe, moi ça m'écorche. Je vois avec mes élèves de l'école de journalisme, j'ai mal. Pourtant, s'ils ont bac plus 2, bac plus 3, alors l'accord de participe passé. Alors là, je vous dis pas les vacances que j'ai prises. Non, mais nous, c'est notre génération. J'ai chanté ER. Non, mais c'est tout à l'heure. Pour votre C'est à vous, Françoise de Gouin. Moi, je vais. Attendez, juste, je vous lance quand même, si vous me permettez. Macron est à l'OTAN avec la livraison de missiles Scalp à l'Ukraine, des missiles longue portée qui peuvent atteindre Moscou. C'est une livraison actée sans vote du Parlement et c'est inquiétant. Oui, je trouve ça tout à fait inquiétant parce que on ne sait pas. Moi, j'ai toujours, vous savez, c'est un des rares sujets sur lequel je défends Emmanuel Macron. J'entends bien quand il parle de grand-mère, de grammaire, c'est-à-dire dire il faut tout faire pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Jusque-là, nous sommes à peu près tous d'accord. Là, je pense quand même qu'entre ce qui me gêne, c'est les deux annonces qui se percutent quasiment, celle de Joe Biden qui décide que les États-Unis vont livrer des sous-munitions. Vous savez, les bombes à sous-munitions, c'est absolument terrible. C'est-à-dire ça déflagre de puissance 10, plus les missiles Scalp. Ça veut dire que ces missiles peuvent toucher le territoire russe. Et moi, je suis très inquiète de cela. Et je redis ce que John Fitzgerald avait dit. Je le redis inlassablement parce qu'on ne l'a pas assez dit. Il faut le répéter. Kennedy. Oui, après la crise de Cuba, dans lequel il a eu probablement aussi la peur de sa vie, parce qu'il a été au bout du bout, cette affront frontale avec Khrouchtchev. Il a dit, en réalité, ce que j'en tire comme philosophie, il ne faut jamais placer un missile, il faut jamais placer un pays en possession de l'arme du nucléaire dans une situation dont il ne peut pas sortir. Et je trouve que là, la déclaration sur les Scalp me paraît, là pour le coup, vraiment inquiétante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, je sais que les Ukrainiens se sont engagés à ne pas utiliser les bombes à sous-munitions sur le territoire russe. Ils se sont engagés à le faire. Ok, on voit bien que l'offensive ukrainienne piétine complètement, la contre-offensive ne fonctionne pas. On voit bien qu'il ne faut pas que Poutine gagne cette guerre. D'accord. Donc, les sous-munitions, c'est pour enfoncer le front russe, on est d'accord. Zelensky dit on s'en tiendra à ça.
à quoi vont servir les scalps? Sur quoi va-t-on taper avec les missiles scalp, les missiles français? C'est un vrai sujet. Je ne peux pas accepter que Poutine gagne cette guerre, mais j'ai assez peur de cet engrenage. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes copains autour de la table. Mais vous m'avez... Alors là, pour le coup, je t'ai écouté religieusement. Non, je t'ai écouté religieusement et tes arguments me semblent valables. Vous êtes d'accord? Et vous, Philippe effectivement. Juste un mot de Philippe, alors. Juste un petit hiatus. Enfin, Françoise, je partage ce qu'elle dit. Le risque, c'est qu'on met bien plus qu'un pied dans la guerre. Mais hier, j'avais été très intéressé par Camille Grand et j'avais l'impression qu'au contraire, la discussion de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et redonner un rôle plausible à Poutine avec lequel on était prêt éventuellement à discuter. Oui. Donc ça me semble peut-être étrangement comme une attitude contradictoire. Merci les vraies voix pour votre tour de table particulièrement riche et intéressant. Bien sûr, et puis surtout, chers auditeurs, restez avec nous dans quelques instants. C'est évidemment le coup de projecteur des vraies voix. On vous rappelle le sujet du jour et la question qu'on vous pose sur Twitter. Étude de l'Eurobaromètre. Comme la majorité des Européens, l'inflation et le pouvoir d'achat sont-elles vos principales préoccupations? Je vais y arriver. Alors sur Twitter, vous répondez non à 57%. N'hésitez pas à continuer à réagir et surtout à nous appeler. On vous attend au standard au 0826 300 300. À tout de suite. J'espère que vous passez une bonne soirée. Vous rentrez peut-être du travail et vous entendez les vraies voix qui parlent avec leur verve habituelle. S'il vous plaît. Nous sommes là et les vraies voix, vous avez compris pourquoi ça parlait comme ça, sont... Philippe Bilger, que vous connaissez, chers amis, et puis Françoise Degois et Elisabeth Lévy, évidemment. On est dans le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une étude qui dit beaucoup de l'état d'esprit des citoyens de l'Union européenne. L'étude Eurobaromètre, publiée hier, place la question de l'inflation et du pouvoir d'achat comme la principale préoccupation des Européens. Un chiffre toutefois ressort, 7 points, pour la question de l'immigration, qui devient la 3e préoccupation des sondés. Et vous, alors, auditeurs de Sud Radio, est-ce que, comme la majorité des Européens, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat qui sont vos principales préoccupations, oui ou non? Tout de suite sur le compte Twitter, au 0826 300 300. Voilà, a priori sur le compte Twitter, on est toujours à 57% de non. Donc majoritairement, ce ne sont pas les principales préoccupations. Et nos auditeurs parlent beaucoup justement des dérives sécuritaires, etc., qui sont plus leurs préoccupations, cher Frédéric. D'accord, sur la progression de cette question de l'immigration au niveau européen, c'est incontournable, Philippe Bilger? Alors, bien sûr, mais en même temps, les autres pays que la France donnent des priorités qui... priorités. Vous me troublez, Judith. Oh, j'en suis désolée. Respirez. Vous n'êtes pas le premier, Philippe Bilger. Plus économique et social, peut-être parce que les exigences de sécurité ou les problèmes de l'insécurité sont moins cruciaux dans ces pays-là. Et peut-être sont-ils moins sensibles à ce qui paraît être dominant en France. Mais c'est peut-être aussi chez nous, me semble-t-il, que le pouvoir d'achat, l'inflation constitue évidemment des préoccupations fortes, mais qu'elles sont naturellement moins immédiates, nous touchent moins directement que l'insécurité et les défis de l'immigration. Donc c'est peut-être cela qui explique qu'en France, nous n'ayons pas le même classement qu'ailleurs. Mais juste pour vous donner quand même... Attendez, Françoise. Juste pour vous donner les chiffres. Donc inflation et le pouvoir d'achat, 27%, puis situation internationale, 25%, immigration, 24%, suivent environnement et changement climatique, 22%. Voilà pour les 4 principales préoccupations. Alors il y a aussi la situation économique qui est à 17%, les ressources énergétiques à 16%, les finances publiques à 15%, le poids de l'UE dans le monde à 9%. Françoise Degois, vous avez envie de réagir? Je trouve ça assez intéressant parce que finalement tout se tient dans un mouchoir de poche en réalité. Immigration, insécurité, environnement, pouvoir d'achat, etc. Moi je dirais peut-être que si on posait la question auprès de tous les citoyens européens, je crois que la plus grande angoisse c'est le sens, c'est-à-dire le sens de l'avenir. C'est dans quel sens avançons-nous et pourquoi avançons-nous? Moi je crois quand même que c'est quand même ça qui, au fond, c'est comme si vous me parliez presque des... Bien sûr, il y a la réalité du pouvoir d'achat, etc. Mais la crise profonde, à mon avis, la crise profonde est une crise de sens. Qu'est-ce qu'on fait ensemble en France? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Comment est-ce qu'on fait nation ensemble? Mais c'est une question qui se pose aussi en Italie. Vous savez que je vis entre la France et l'Italie. D'où peut-être la question de l'immigration aussi, parce
au-delà de la question de l'immigration, je pense que la question de l'environnement également. Vous avez les grandes peurs du millénaire, les grandes angoisses, comment dirais-je, ataviques des êtres humains. Moi, je pense que quand vous discutez avec les gens, quand vous sortez des phénomènes, je le dis, inflation, immigration, en réalité, ce qui angoisse profondément les gens dans cette période, c'est quel est le sens, quel est le but, comment avançons-nous ensemble. Et ça, moi, je crois que c'est ça la vraie question, entre guillemets, métaphysique. Est-ce que c'est un problème de sens tout ça, Elisabeth Lévy ? Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Françoise ne va pas, je suis assez d'accord avec ça, notamment pour la France, mais évidemment, Françoise ne va pas jusqu'au bout, parce qu'évidemment, un des phénomènes qui remet complètement en cause le sens de qu'est-ce qu'une nation, c'est l'immigration de masse. Sinon, si vous voulez, ce problème de sens ne se poserait beaucoup moins s'il n'y avait pas un deuxième peuple qui est en train de s'installer, notamment en France, comme l'a dit Elisabeth Badinter, qui n'est pas une peuple. Ça veut dire quoi un deuxième peuple ? Je vais vous expliquer, mais est-ce que je peux vous expliquer ? Est-ce que je peux vous poser la question ? Oui, mais maintenant que vous me l'avez posée, je vais vous répondre. C'est génial. Génial. Elle est gentille, hein. C'est bien mon repas en plus. Donc, Elisabeth Badinter a dit qu'en France, il y avait un deuxième peuple, si vous voulez, qui est constitué par des gens qui ne se sentent pas français, qui sont pour une partie des musulmans, si vous voulez, qui étaient en train de se constituer avec une autre culture, un autre rapport à l'ordre public ou un autre rapport à la nation. Et, si vous voulez, c'est ce que nous voyons tous les jours et que nous avons vu pendant ces émeutes. Alors moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ça fait 10 ans à peu près que les journalistes sont très soulagés à chaque fois que des sondages nous disent en fait, c'est pas du tout l'immigration, la sécurité, etc. Ce qui intéresse les gens, c'est ce mot affreux d'ailleurs. Excusez-moi, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, je me sens pas concerné par ce que vous dites. Des journalistes. Ça fait. Écoutez. Est-ce que je peux aller au bout ? Parce que je vous assure, c'est difficile. Oui, mais vous répondrez après. Vous n'interrompez personne, moi, vous m'interrompez à chaque phrase. J'arrive pas à avoir un raisonnement. C'est très intéressant ce que vous dites. Bon, écoutez, j'arrive pas à se tenir un raisonnement comme ça, je vous le dis franchement. Donc, mais on va y arriver. Bon. Non, mais je vous assure, j'arrive pas à parler comme ça. Criez pas. Voilà, laissez-moi finir. Merci. Donc, ça fait des années que beaucoup de médias nous disent que c'est génial, parce que la grande peur des Français, peur légitime, c'est le chômage et le pouvoir d'achat. Or, si vous voulez, ce que je crois, moi, c'est qu'en fait, il y a des questions qui sont collectives, qui tiennent, comme l'a dit Françoise, au sens de ce qu'est le collectif, comme l'immigration, la sécurité, etc., au sens du vivre ensemble. Et il y a des questions qui touchent chacun individuellement. Et je crois que passer son temps à opposer les unes aux autres, c'est absurde, parce que nous sommes les deux. Nous sommes les deux à la fois. Nous nous nourrissons pas que de pain. Merci à tous les trois. Non, mais c'est pour ça que ça se tient, c'est ce que je disais, dans un mouchoir de poche en réalité. Sûr. Donc voilà. On va faire réagir notre auditrice, Maude, qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Maude, on vous écoute. Alors, je rappelle quand même la question pour nos auditeurs. L'étude Eurobaromètre est sortie. Comme la majorité des Européens, l'inflation et le pouvoir d'achat sont-elles vos principales préoccupations ? Alors, Maude, votre principale préoccupation, c'est ? Non, moi, c'est pas ma principale préoccupation. Qu'est-ce que c'est votre principale préoccupation, c'est l'état de la France, en fait. Les droits sociaux qui sont remis en cause. C'est tout ça, moi, en fait, qui m'inquiète. C'est qu'aujourd'hui, on a un État qui ne travaille pas pour le peuple français. Voilà. Et il travaille, je dirais même parfois contre. Regardez la réforme des retraites et tout ça. Quand j'entends, vous savez, quand j'entends parfois que la sécurité sociale c'est gratuit, mais ça me fait bondir. Mais depuis quand c'est gratuit ? Qui c'est qui paye pour ça ? Quand je vois nos infrastructures sur lesquelles nos parents ont cotisé, qui sont vendues, bradées. Enfin, moi c'est ça qui m'inquiète. Alors pourtant les retraites, ça fait partie de la catégorie finances publiques qui est à 15%. Voilà. Mais bon, les retraites c'est quand même à 4% dans la liste, donc c'est beaucoup plus bas dans les préoccupations des Français bizarrement. Non, mais alors parle en termes, je trouve que des Européens, les droits sociaux. Maud a parlé des droits sociaux, elle a pas parlé des retraites en termes financiers. La réforme du chômage, la réforme de la sécurité sociale à venir. Oui, ce qui va nous tomber dessus aussi sur la réforme à Jicarco. Allez-y. Moi, je veux bien les réformes, mais j'en ai marre qu'on fasse des réformes et que ce soit moi, non seulement qui paye les réformes, qui suis de moins en moins bien remboursée, alors que moi, je cotise depuis que je bosse. Et l'État, elles sont où les réformes de l'État ? Elles sont où les réformes, des vraies réformes du service public ? Depuis des années, il n'y a plus de service public. Il n'y a plus personne qui répond. Vous avez vu, la sécurité sociale, pour vous dire, c'est du vécu. Vous appelez, vous avez un répondeur téléphonique, il faut 2 minutes 24 pour avoir un service. Ça, c'est une constatation. Alors, pour aller dans votre sens,
Maud, et pour coller à cette enquête Eurobaromètre, il se trouve que les Français sont les plus défaitistes sur l'avenir de l'Europe. Les sondés français sont à 48% à se dire, seulement 48% à se dire optimistes. Est-ce que finalement, Philippe Bilger, comme le dit Maud, la préoccupation des Français, elle n'est pas à l'échelle européenne, elle est déjà à l'échelle française? Justement, je voulais demander à Maud, puisqu'elle abordait un peu ce problème, si elle appartient à cette catégorie de Français qui considèrent qu'ils payent trop d'impôts au regard de la déficience des services publics. J'ai entendu très souvent un argument qui ne me paraît pas complètement absurde. On est prêt à payer des impôts, mais on voudrait que des services publics au regard de ces impôts marchent bien. Est-ce que vous êtes dans cette ligne-là, Maud? Alors, moi, je n'estime pas payer trop d'impôts. De toute façon, je trouve non, parce que ces impôts, ils sont nécessaires. Par contre, ce que je trouve... je ne paye pas 50 millions d'impôts non plus, hein, mais ce que j'aimerais bien, c'est que mon argent soit investi correctement par l'État pour moi, enfin pour nous, pour tout le monde, c'est tout. Je voudrais juste que l'argent que nous donnons, que nous cotisons dans la taxe, la TVA, etc., eh bien, il soit investi pour nous. Moi, je veux bien faire des réformes, mais c'est avec mon argent qu'on fait des réformes. Non, mais vous savez combien ça va coûter quand on va faire France Travail? Rien que le changement de logo. Vous n'avez pas vu, enfin, excusez-moi, mais je vous parle quand même quelque chose. Regardez, il n'y a pas longtemps, il y a eu la journée de l'aide à domicile qui date du 17 mars. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne, mais c'est scandaleux de se dire qu'il y a un cabinet qui a fait ça, parce que moi, je fais mieux de mon petit côté, hein. Voilà, moi c'est ça qui me fait bondir, c'est que je vois que mon argent est très mal employé. Et ça rejoint Maud, et ça rejoint la question que soulevait Françoise Degois. Vous nous dites Françoise, et puis vous aussi au 0826 300 300, vous nous appelez, mais Françoise, faire un sens, avoir un sens à notre vie collective, c'est aussi avoir. Bien sûr, mais c'est pas un sens au sens où tout doit être dans l'ordre, la justice. Bien sûr que l'ordre et la justice, mais dans la justice sociale, je pense, et dans la dignité de la vie. Je trouve assez intéressant votre idée et ce que dit ce sondage sur les Français qui seraient plus pessimistes. Mais je crois aussi que ce pays n'est pas épargné depuis des années par les crises. Je pense que quand on est un pays qui a vécu en janvier Charlie, qui a vécu en novembre Bataclan, qui vit des crises sociales et qui en plus de ça est dans une sorte d'absurdie, comment dirais-je, politique, qui depuis 10 ans, c'est-à-dire 2 élections, met la moitié de ce pays dans l'obligation de voter forcément pour un dirigeant qu'il n'aime pas parce qu'il considère que l'autre candidat est plus dangereux. Vous comprenez que nous avons aussi dans ce pays des frustrations quand ce dirigeant ne tient pas à ses promesses, d'ailleurs il n'en a pas fait, mais ne tient pas à la promesse en tout cas qu'il portait de réformer, et que en réalité nous sommes dans quelque chose où tous les droits sociaux sont attaqués. Bien sûr que la France, alors effectivement, et les émeutes, je vous parle même pas des émeutes, les images que ça renvoie, la crise des gilets jaunes, je crois que ce pays n'est pas épargné par les convulsions, mais moi je dirais que c'est une spécialité française. La France convulse et après elle recrée, donc je m'inquiète pas du tout pour la France, mais il faut comprendre aussi le point de vue des Français. C'est pas marrant en ce moment, hein, voilà. Alors est-ce que je peux quand même dire un mot et casser un peu l'ambiance, parce que si vous voulez, moi je comprends qu'on dise, je suis assez d'accord avec Maud sur la réforme de l'État, c'est-à-dire qu'avec le même dans le fond, probablement avec les mêmes moyens, on pourrait probablement faire de grandes économies en éliminant les gabegies, les doublons, tout ce que vous voulez. Bon, ça, je suis d'accord. En revanche, si vous voulez, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que beaucoup de Français, disons, trouvent qu'ils payent trop d'impôts, oui, qu'ils n'ont pas assez de prestations. Est-ce que quelqu'un se demande comment nous faisons pour ne pas être comme la Grèce aujourd'hui? Si les Allemands ne garantissaient pas nos emprunts, nous serions la Grèce. Est-ce que quelqu'un a dans l'idée, à un moment, si vous voulez, puisqu'on parle de la collectivité, de l'état réel des finances de la France? Ça tombe bien, et j'ajoute un mot. Allez-y, parce qu'on a un auditeur qui attend. Oui, mais j'ajoute une phrase qui est que, c'est un chiffre qui m'a beaucoup frappé. Nicolas Bavrez avait fait un calcul qui me paraissait très convaincant, disant que la France produit aujourd'hui 23% des biens manufacturés qu'elle consomme. Nous avons une économie de consommation financée à crédit. Eh bien, excusez-moi, je trouve que là, on commence... Vraiment, ça commence à être grave. Vous parlez des impôts, ça tombe bien. Philippe, notre auditeur qui nous appelle de Montpellier dans l'Hérault, a envie de réagir justement sur ce sujet. Bonjour Philippe. Principale préoccupation, c'est ça pour vous, les impôts, Philippe? Bon, alors, bonjour à tout le monde. Bonjour.
Donc, j'ai de la chance d'avoir un salaire qui est convenable. Je ne me plains pas. Je paye beaucoup d'impôts. Donc, quelque part, c'est positif. Mais à l'inverse, la façon dont je vois comment mon argent est utilisé, voire très mal géré, et puis de vous à moi, l'État, si c'était une boîte privée, il y a longtemps qu'on aurait fermé l'État français. Donc, c'est là où moi, ça me gêne vraiment beaucoup. Parce que si les dirigeants dirigeaient ma boîte, je pense qu'on aurait fermé la boîte et il y aurait plein de salariés au chômage. C'est ça qui me gêne énormément en fait. Quand on parle, Philippe, Philippe, quand on parle de cette étude qui est à l'échelle européenne, vous dites que dans un premier temps, on se pose nos problèmes français avant de se poser les problèmes européens. C'est plus important pour vous ? Je pense oui. Il faut peut-être déjà balayer devant sa porte avant de commencer à balayer la porte des autres aussi. Et puis, l'Europe, c'est une autre question, c'est un autre débat. Je pense qu'on devrait regarder un petit peu son nombril avant d'aller porter des jugements et vouloir corriger le nombril des autres. L'expression est pas bonne, mais vous m'avez compris. On a compris. Oui, Françoise Degois. J'ai une question à vous poser qui me vient. Nous sommes véritablement dans une aide très forte à l'Ukraine, une aide militaire, et nous savons tous que ça vaut très très cher. Je voudrais savoir sur l'opinion, est-ce que ça impacte finalement ces dépenses militaires que nous octroyons pour l'Ukraine? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme normal? Moi, j'ai pas de. Ou est-ce que vous considérez que ça fait partie, et Maud aussi d'ailleurs pour y répondre, ça fait partie finalement d'un argent qui est peut-être un peu mal utilisé. Ne voyez pas une question populiste, j'essaie de trouver le curseur. Est-ce que ça vous choque les milliards déversés dans la guerre en Ukraine ou pas? C'est à moi de vous poser la question. Philippe, vous êtes interpellé, allez-y, profitez-en. Ça m'intéresse vraiment. Alors écoutez, la guerre en Ukraine, si j'écoute, désolé si vous le prenez mal, mais si j'écoute tous les médias qu'on écoute à la radio sur les grandes ondes, sur les grandes ondes, pas les grandes ondes, mais sur la FM, et si on écoute certaines télévisions, la guerre en Ukraine, c'est pour nous l'incrémenter dans le cerveau. Est-ce vraiment nécessaire cette guerre vis-à-vis de l'Ukraine? Moi, ça m'interpelle beaucoup. Donc, je dirais non. Pour l'instant, est-ce vraiment nécessaire? C'est pas nous qui faisons la guerre, c'est la Russie, Philippe. Mais c'est vrai que la question est un peu précise. Est-ce que vous considérez, vous, que par exemple, cet argent, ces milliards-là, sont bien utilisés? Sont bien utilisés ou pas? J'ai pas d'avis, moi, là-dessus. Non, pour moi, non. Bon, c'était votre réponse, Philippe. Voilà. Merci, vous nous appeliez de Montpellier dans l'Hérault. Bon, c'était très intéressant ce débat, parce qu'on est parti des principales préoccupations européennes. On s'aperçoit que la principale préoccupation européenne des Français, c'est déjà la question de la France. Comme tous les Européens, tu sais, en Italie c'est pareil, et en Espagne c'est pareil. C'est normal. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ça n'existe. Il y a quelque chose qui a complètement disparu ces dernières années, c'est les Eurobéas. Plus personne ne vous change le grand truc. Et par contre, c'est fini. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, tous les sondages annuels faits auprès des 500 millions de citoyens des pays de l'Union européenne disent tous la même chose. Les Européens sont heureux de vivre en Europe à une très large majorité. Bon, les vraies voix, on se détend dans un instant. On reparle Tour de France. C'était superbe le Tour de France aujourd'hui. Allez, dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi évidemment on revient tout de suite sur la 10e étape du Tour de France entre Vulcania et Issoire qui vient juste de se terminer tout à l'heure au début de cette émission. Cher Frédéric, on fait ça avec notre consultant Pascal Chanteur. Et oui, Pascal Chanteur, victoire aujourd'hui de Pello Bilbao à l'issue d'une échappée où il y avait les Français Barguil et Alaphilippe, mais ils ont craqué. Pas de changement au classement général. Très très chaud sur la route du Tour de France. Pour vous, Pascal Chanteur, une question de notre vraie voix, Philippe Bidger. Pascal, plaisir de vous retrouver comme chaque année. C'est une question que je vous avais déjà posée, mais comme la réalité n'a pas changé, j'aimerais savoir, à votre avis, pourquoi les sprinters français sont si rares. Il y en a peut-être 2. Est-ce que c'est à cause de l'habitude des Belges dans les kermesses? Est-ce qu'on est défaillant structurellement? Pourquoi on n'est pas capable de gagner des étapes lors de ces emballages finaux extraordinaires où on a peur pour eux? Non, mais on a de très très bons sprinters en France, dont Arnaud Desmar, qui n'est pas sur ce Tour de France parce que l'équipe Groupama FDJ a décidé d'avoir énormément d'équipiers autour de Gaudu et plus à connotation de grimpeur. Mais on n'a pas à rougir face à la concurrence étrangère.
On a des coureurs comme Brian Cocard aussi, qui n'a pas encore exprimé son véritable potentiel. Deuxième au classement par points, d'ailleurs. Deuxième au classement par points pour l'instant. Donc il est encore en course pour le maillot vert. Oui, exactement. Et c'est un bon grimpeur, donc il va passer correctement les étapes difficiles, et certainement que son état de fraîcheur dans les étapes en fin de Tour de France lui seront favorables. Bon, alors Pascal, donc aujourd'hui il n'y a pas eu d'arrivée au sprint du coup, et pas d'occasion pour les Françaises, pour les Français. Et justement, Françoise Degois a une question sur celui qu'on imaginait peut-être gagner aujourd'hui. Alaphilippe, et surtout cette génération. On a eu, en football, on a la génération Platini, on a la génération Griezmann, il y a des cycles également dans le 15 de France. On a le sentiment que le cycle cycliste est un peu cassé. Je ne vois pas les Français. J'adore Alaphilippe, je le trouve complètement absent. Bardet, il est où? Pinot, il est où? Qu'est-ce qui explique cette difficulté des Français dans ce Tour, particulièrement cette année? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Rappelez-vous quand même que l'année dernière, on avait attendu à 3 jours de la fin pour avoir la première victoire française sur le Tour de France. Oui, et là, dès la deuxième, on a eu un jeune Français. Non mais Pascal, Victor Lafay qui a remporté l'étape. Je sais, non, mais je parle de cette génération où vous aviez le Tour qui se disputait entre Fignon et Hinault, etc. On sent bien que, ou Jalabert, là, on est, non, Jalabert non, mais Fignon et Hinault, là, on sent bien qu'on est quand même dans le dur. Dans le dur, oui, mais alors je suis d'accord, on n'a pas de vainqueur du Tour de France de ces dernières années, mais on a eu Thibaut Pinot qui a été sur le podium, on a Romain Bardet qui a fait 2e du Tour de France aussi. Alors c'est vrai que cette génération, elle est vieillissante parce que ils sont plus vers la fin qu'au début de leur carrière. Mais on a des jeunes coureurs qui arrivent, qui sont des jeunes Français qui sont pas encore sur le Tour de France, mais qui sont en pleine éclosion de leur potentiel. Et je pense que dans les prochaines années, je pense qu'un coureur français émergera au plus haut niveau. Bon, deux Français, Pascal, deux Français étaient dans le top 10 à l'issue de cette étape, Romain Bardet et David Gaudu. Les deux ont été piégés en début d'étape et il s'en est fallu d'un rien qu'ils soient lâchés. On a l'impression que ça baisse un peu les bras. Pour le coup, on est d'accord avec Françoise Degois. Ça rame. Oui, mais n'oubliez pas non plus que c'était une étape juste après une journée de repos. Et il y a des fois, il y a des organismes qui récupèrent moins bien que d'autres suite à une journée de repos. Bon. Donc on va mettre ça sur ce coup-là, on va attendre de voir les prochains jours. Mais David Gaudu a quand même bien récupéré la situation en cours d'étape grâce à ses équipiers. Et Romain Bardet, je pense que il aurait aimé faire une belle journée, mais il a fait énormément d'efforts au tout début d'étape, qui lui a valu un peu moins une bonne récupération, parce que lorsque vous faites des efforts sur des chaleurs comme ça, eh bien ça peut vous être fatal à un moment. Pascal Chanteur, en 10 secondes, il y avait une question rapide et clin d'œil d'Elisabeth Lévy. Il faut la poser quand même, Elisabeth. Je déplore la disparition des hôtesses et de leur bouquet de fleurs, mais c'est bon. C'est bien raison. La question que je me posais en regardant les images tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a toujours autant, parce que là on voit pas bien, il n'y avait pas beaucoup de monde sur les tronçons que j'ai vus. Est-ce qu'il y a toujours autant d'engouement, autant de familles, autant de... Allez, en 15 secondes, Pascal, la réponse. C'est énorme. Il y a toujours autant de monde sur le bord des routes. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec vous pour les hôtesses. Ça manque un ça m'aurait étonné. Moi aussi, je suis désolée qu'il n'y ait plus d'hôtesses. Pascal, voilà. Je ne peux rien dire, je trahirais des secrets d'amis. Merci Pascal Chanteur, à demain. À demain. Eh bien, nous allons le soumettre à la question maintenant. Brandel. Merci à tous. Je vous rappelle qu'on était ce soir avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, et que c'était notre deuxième plaisir partagé. C'était notre deuxième, Frédéric Brandel, un peu musclé, mais on s'en est sorti. S'échauffer, voilà. Bon, nous restons ensemble pour la suite. Restez avec nous surtout parce que les vraies voix et l'emploi estival, ça arrive avec de très beaux invités. Jérôme Laverny, que vous connaissez sur Sud Radio, et puis on aura aussi le président de la CPME Île-de-France, Bernard Cohen-Haddad, et évidemment des réactions d'auditeurs, etc. Restez là, nous on continue, à tout de suite.